va commencer par une petite présentation, et comme ça, ceux qui arrivent un peu en retard n'auront pas loupé trop le début. Donc les slides sont en anglais, mais je ferai la présentation en français. Donc je travaille chez Blablacar. Chez Blablacar, on a une équipe data. Donc pour vous donner un ordre d'idée, Blablacar, on est dans 25 pays. On est à peu près 700-800 personnes en interne. Et on a une équipe data qui est composée d'une 60aine de personnes. On est répartis en plusieurs équipes. On a ce qu'on appelle des squads. Donc on va avoir Data Capabilities, Data Pro Supply, Data Carpool Supply, Demande, Marketing, Data Ops. Data Ops, ils sont spécialisés dans la partie outillage. Et après, toutes les autres squads, elles sont spécialisées, elles sont alignées avec des objectifs métiers. On va avoir un objectif, c'est générer de la demande. Donc par exemple, être bien indexé sur Google, avoir des passagers potentiels qui font des recherches. Et après, on va avoir toute la partie supply avec une partie bus, une partie covoiturage. Et moi, je fais partie de la Data Capabilities. Nous, notre objectif, c'est de mettre en place des outils pour que le niveau de confiance sur la plateforme soit bon. Donc ça peut être à la fois avoir des photos de profil qui sont correctes ou évidemment lutter contre la fraude. Au sein de Data Capabilities, nous, on a une toute petite équipe. Il y a PF, le manager, Alexandre, Data Scientist, moi, plutôt un rôle de software ML Engineer, et Kinred, qui a un rôle de Data Analyst. Et on est appuyé par ce qu'on appelle des chapters. Donc là, on peut voir qu'en fait, on est un peu isolé, c'est-à-dire que moi, je suis le seul software, Alexandre, c'est le seul Data Scientist. Mais on fait aussi partie de chapters, qui sont en fait des organisations horizontales, où on va avoir tous les back-ends, tous les data analysts, tous les data engineers, tous les data scientists qui se réunissent à peu près un jour par semaine pour travailler sur des problématiques communes et en fait résoudre les problèmes des équipes. Donc par exemple, quand c'était le feu sur la fraude, on avait plus qu'un data scientist dans notre équipe puisqu'ils sont un peu tous venus nous aider, quoi. Alors, à votre avis, comment on fait de la fraude sur Blablacar ? Le trajet, enfin le profil, il est assez simple. En gros, c'est une personne dont c'est souvent le métier, c'est-à-dire qu'il va vivre de ça. Il va créer un faux profil ou il va hacker un profil. Donc c'est deux types de profils qui vont être générés par des gens qui ont a priori des mauvaises intentions. Et en général, en fait, ça, ils vont juste s'arrêter là. Eux, ils vont le vendre à d'autres personnes. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a un marché de faux profils et de comptes hackés sur le dark web. On peut les acheter, ça ne coûte pas très cher. Ensuite, il y a ce profil, il va publier un trajet. Donc en général, ça va être un trajet assez long. Et puis, il va le faire dans un pays où les gens parlent à peu près la même langue que lui. Donc par exemple, on a beaucoup de Russes qui publient des trajets en Ukraine ou en Pologne. En ce moment, ça marche très bien. Ensuite, on a ce trajet, en général, il ne coûte pas très cher. Il correspond bien à la demande. Du coup, il y a beaucoup de gens qui essayent de réserver ces trajets. Et du coup, les personnes commencent à interagir avec le faux profil et vont en fait réserver le trajet. En général, ils vont commencer à communiquer via d'autres applications, donc WhatsApp, les SMS. Il y a d'autres applications plus spécifiques au monde russophone. Et une fois que en fait, le contact a été établi en dehors de notre plateforme, là, nous, on a un peu perdu. Après, c'est le Far West. Donc, ce qui se passe en général, c'est quelques minutes avant le début du trajet, le hacker ou le scammer, il va annuler le trajet. Et là, nous, on est sympa, Blablacar, on va l'aider en fait, on va envoyer un message au passager en lui disant « Votre trajet a été annulé, ne vous inquiétez pas, on vous rembourse la somme d'argent, il n'y a pas de problème. » Le truc, c'est que ce passager, il est souvent dans le froid, en train d'attendre un trajet, peut-être qu'il part en week-end, peut-être qu'il va à un concert, il a vraiment envie de voyager. Et il peut toujours contacter notre fameux hacker. Donc en fait, ils vont essayer de quand même conclure le deal et de quand même voyager. Et donc là, le hacker va finir par lui envoyer un SMS en lui disant « Ah mais c'est bon, Blablacar m'a renvoyé un lien pour que tu puisses réserver le trajet. En fait, c'était juste un bug, moi j'ai pas du tout annulé le trajet. Et t'inquiète pas, réserve là-dessus. » Et là, c'est terminé. La personne, elle se fait à peu près retirer entre 500 et 2 ou 3 000 euros, alors qu'elle est en train d'attendre un trajet qui ne viendra jamais. C'est vraiment une super expérience. Donc ça, déjà, c'est un problème. En plus, quand c'est une problématique qui est en forte croissance, là, ça devient un sujet critique.
Et donc là, on peut voir que entre décembre 2022 et, enfin, en gros, on a explosé la fraude en 2021. Ça commence à se voir. Blablacar, on lève des fonds. Autant dire que c'est vite devenu une priorité. Et du coup, l'objectif, c'était d'atteindre une courbe comme ça, qui descend tout doucement, et puis après, qui reste à peu près stable à un niveau relativement bas pour que ce soit plus un problème. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris comment fonctionnait la fraude Vous pouvez essayer, normalement ça passe plus, mais... Et donc, alors pour ceux qui étaient là à la présentation de tout à l'heure, c'est vraiment une application assez concrète de ce qui a été présenté par l'autre intervenant, par IDER. Le premier facteur clé, c'est l'alignement au sein de l'organisation. Si vous êtes juste des data scientists dans votre coin, ça ne marchera pas. Si vous voulez des utilisateurs, si vous voulez un impact business, il faut que ça résolve un problème qui est prioritaire dans l'organisation. Et d'ailleurs, comment savoir si c'est un problème prioritaire? C'est qu'il y a des gens qui essayent de le faire sans machine learning, sans data. Eux, ils sont là, ils sont en train d'éteindre le feu, ils ont des seaux, ça ne marche pas très bien, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Et ça, chez nous, c'est Trust and Safety et l'équipe Customer Relationship. En gros, eux, ils reçoivent des mails de personnes totalement désespérées qui se sont fait retirer plein d'argent. Ça commence à se voir. Et donc après, il faut régler le problème. Comment on règle le problème? On va prendre des compétences donc métiers, des gens qui sont capables d'identifier des fraudeurs, juste en regardant des profils. Ah oui, celui-là, il s'est fait hacker. Ah ça, c'est un faux profil. Ensuite, on va avoir l'équipe d'engineering. Donc, engineering, c'est à la fois faire une application mobile et aussi la partie data, donc l'équipe que je vous ai présentée juste avant. Et la partie produit, c'est vraiment essayer de comprendre l'expérience des utilisateurs, à la fois l'expérience du passager et l'expérience des conducteurs, et essayer d'améliorer un peu tout ça. Et alors, dans le cas spécifique de la fraude, mais globalement, c'est le cas de tous les problèmes qui sont suffisamment critiques pour qu'on s'y intéresse, en fait, ça, c'est un fonctionnement qui va rester. C'est-à-dire que c'est une organisation. Là, une fois qu'on l'a mis en place, c'est fini, quoi. En 2030, on aura toujours la fraude guild. Peut-être qu'elle sera moins staffée parce qu'on aura à peu près résolu le problème, mais n'empêche que nous, on se réunit toutes les 2 semaines. Peut-être qu'à la fin, on se réunira tous les mois, mais il y aura toujours ce groupe et il y aura toujours cet alignement. Et donc, pour commencer, quand c'était le feu, on se retrouvait à peu près 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Donc ça, c'est vraiment un facteur clé. Si vous voulez investir dans du machine learning et que vous n'avez pas suffisamment un projet suffisamment intéressant pour qu'il y ait des personnes expertes qui prennent le temps de vous parler, en général, ça ne vaut même pas la peine de se lancer dans le sujet. Après, il y a un deuxième aspect qui est super important, c'est de bien comprendre que le machine learning, c'est le dernier truc que vous voulez faire. En fait, il y a plein d'outils à mettre en place avant, que vous pouvez prioriser, et qui seront sans doute plus efficaces et moins coûteux. Et donc pour faire ça, il y a un truc très simple. Bon, côté produit, on leur a demandé de travailler un petit peu. En gros, l'idée, c'est d'essayer de trouver comment on peut régler ce problème de fraude et de demander une estimation du coût et de l'impact de chacun de ces outils. Alors là, sur cet axe, on a la complexité technique et l'effort. Et là, sur cet axe, on a l'impact direct sur le niveau de fraude. Et donc, par exemple, on peut avoir un truc qui va dire, là, je veux vérifier toutes les cartes d'identité des gens en Espagne. A priori, c'est plutôt un bon équilibre entre effort technique, parce que ça, on va souvent l'externaliser. Il y a des gens qui font ça très bien. Et impact sur les scams, en fait, on va éviter les faux profils. En fait. Donc, c'est une grosse partie de notre problème. Après, on a le two-effet, donc c'est two-factor authentication. Ça, c'est des choses que vous connaissez sans doute. Vous recevez un petit SMS, vous avez un outil qui vous donne un code. Ça, c'est plutôt pour la partie hacked, les comptes qui ont été hackés parce que leur password, leur mot de passe ont leaké. Et le machine learning, il est tout en haut. On était assez confiant sur l'impact parce qu'on a une équipe dédiée, on a déjà fait ça. Par contre, l'effort, on était, même si on est très compétent et qu'on sait déjà le faire, l'effort, il est quand même hyper coûteux. En particulier parce que c'est un effort qui est continu. C'est-à-dire que c'est un effort, au début, on investit énormément de temps, mais en fait, c'est pareil, dans 2-3 ans, on y sera toujours. C'est-à-dire que c'est un truc, tous les mois, il faut revérifier si nos algos font pas n'importe quoi. Et même si on a un système d'alerting en place, il faut quand même quelqu'un dont c'est le travail, et on ne peut pas juste déprioriser l'équipe et aller sur d'autres sujets, quoi. Il y aura toujours ça sur la ligne la ligne de poste de quelqu'un, quoi.
Donc ensuite, on priorise avec un plan par couleur, comme ça, où en fait, on essaye de dire ce qu'on va faire au troisième trimestre, quatrième, etc. Voilà. Le troisième facteur de succès, c'était donc pareil ce qui a été présenté tout à l'heure. Il faut commencer simple. Vous voulez faire un système de machine learning automatisé qui va bloquer tous les méchants et laisser tous les gentils tranquilles. En fait, on ne peut pas y arriver comme ça. Il faut y aller par incrément. Et donc, nous, on a suivi un processus assez classique. Dans un premier temps, en fait, on va prendre des règles, on va les mettre directement dans le produit. Donc, par exemple, on va interdire en France la publication de trajets qui font plus de 1500 km. J'en sais rien. Parce qu'il y a des gens qui faisaient comme ça des zigzags pour essayer de choper le plus de trajets possible. Bon, voilà, ça coûte pas cher, on le fait, ça règle une partie du problème. On peut aussi faire une règle produit qui dit j'interdis les gens de covoiturer vers le nord et vers le sud à 1 heure d'écart. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu vas à Lille, tu ne peux pas non plus aller à Marseille genre 2 heures après. Donc ça, c'est des choses assez simples. On commence à comprendre ce qui se passe. Ok, en fait, ils publient plein de trajets, ils essayent d'être partout dans le moteur de recherche, d'avoir les résultats partout. On commence à les bloquer un petit peu. Ensuite, quand on a commencé à comprendre un peu ce qui se passait, on peut réfléchir à créer des règles qui sont un peu automatisées. C'est-à-dire qu'on va avoir un jeu de données, on va avoir des gens qu'on a identifiés comme frauduleux. Et là, ce qu'on va être capable de faire, c'est d'entraîner un modèle qui va créer des arbres de décision. Et nous, ensuite, on va traduire ces arbres de décision en anglais. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des phrases et on va être capable d'expliquer la règle qui a été générée par le machine learning. Et ça, c'est vraiment critique. Au deuxième trimestre en 2022, c'était le feu. Personne n'avait confiance dans notre solution à ce moment-là, puisqu'en fait, c'était tout neuf et en général, il y a plein de bugs. Et donc le but, c'est bien de dire, non mais regardez, en fait, notre truc qui sort des règles, c'est pas du tout déconnant. On a les gens de Trust and Safety qui voient des hackers toute la journée, ils disent, ouais, ça c'est exactement un comportement que j'ai identifié, on peut mettre ça en production. Donc ça, on commence comme ça avec des règles métiers. Au bout d'un moment, on en a 120 en production, on comprend plus rien. Donc c'est à peu près la même chose qu'une boîte noire. Et là, du coup, c'est le moment parfait pour passer au machine learning, qui est, dans notre cas, littéralement une boîte noire. Donc en fait, on passe d'un état où il y a 120 règles, les gens comprennent plus ce qui se passe, à un état où il y a une seule règle, c'est un score de fraude. Les gens comprennent pas non plus ce qui se passe, mais ils ont confiance. Parce qu'en fait, avant, on leur a montré que ça marchait avec des règles métiers et qu'on était capable de faire ça à peu près correctement. On détectait une nouvelle règle, on la mettait en production. Quelques jours après, on voyait les gens que ça avait bloqué et on était capable de montrer l'impact et qu'on avait une tuyauterie assez propre entre la partie entraînement et la partie lutte directement active en production. Le quatrième facteur clé, donc là le troisième c'était commencer simple et on augmente la complexité au fur et à mesure. Le quatrième facteur clé, c'est de ne pas perdre de vue qu'il y aura toujours des humains dans la boucle. En fait, un algo de machine learning, en particulier sur la fraude, il faut bien voir que c'est un truc qui change. C'est-à-dire qu'on met un nouveau comportement en production, hop, ils contournent et ils font quelque chose de nouveau qui n'a jamais été observé. Donc en fait, l'historique, ça sert quasiment à rien. C'est vraiment, c'est le chat et la souris. Et donc c'est vachement important dans notre cas, du coup, d'avoir des humains qui vont venir regarder ce qui se passe. Et donc comment on regarde ce qui se passe? Quand c'était le feu, en fait, on a fait un truc, c'était assez horrible, mais bon. En gros, dès qu'il y avait un trajet qui était publié en France, en Espagne, si le trajet c'est plus de 20 €, eh ben, il y avait quelqu'un qui regardait. C'est très coûteux, mais au moins on avait des labels, on avait un trajet, oui il est legit, oui il est fraude, et on continue comme ça. Évidemment, ça passe pas à l'échelle, hein, donc vous pouvez le faire un moment, et après il faut vite passer à une revue manuelle un peu plus filtrée. Donc on va essayer d'avoir des gens qu'on considère comme suspects. Par exemple, un trajet, il a publié beaucoup de trajets hier, c'est un peu suspect, hop, on va revoir ces trajets. Et d'ailleurs, on a aussi changé un peu d'état d'esprit, c'est au lieu de réfléchir à des trajets, on va réfléchir à un utilisateur. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est, en général, il y a un faisceau de preuves, et un trajet en tant que tel, c'est pas suffisant. La preuve, c'est que les gens se font avoir parce qu'ils considèrent qu'un trajet, il semble normal.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de réfléchir à un comportement global de l'utilisateur. Et enfin, quand on passe de cette partie-là à cette partie-là, il y a quelque chose qui disparaît, c'est notre capacité à évaluer le niveau de fraude. Si vous envoyez que des utilisateurs suspects, que vous considérez comme suspects, en fait, imaginons que vous considérez que 10 personnes suspectes et que ces 10 personnes soient frauduleuses, vous n'aurez aucune manière d'estimer le niveau de fraude sur votre plateforme. Donc c'est pour ça que nous, on continuait à faire ce qu'on appelle donc, du sampling, de l'échantillonnage, et on envoyait un pourcentage qui est statistiquement valide d'utilisateurs qu'on allait revoir manuellement. C'était des gens tirés au hasard, et le but c'était vraiment d'estimer le niveau de fraude par pays. Et enfin, une fois qu'on a... Donc ça a duré quand même pas mal de temps, et là maintenant on est dans cette situation-là où en fait on a une partie blocage automatique, donc ça c'est assez avancé on va dire. Après on a une partie, la zone grise, donc c'est la manual review. Et après, on a une partie plus l'utilisateur, il a un comportement qui est assez vertueux. Du coup, là, on peut aussi décider, par exemple, de baisser un peu le niveau de sécurité sur son compte ou d'être moins exigeant sur certains aspects. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, alors la question c'est, quand on bloque des utilisateurs, comment est-ce qu'on justifie le fait de les avoir bloqués? On le justifie pas. C'est dans nos CGU, on peut à n'importe quel moment fermer un compte. Donc après on a différents niveaux par exemple pour la conservation des données, si quelqu'un ferme son compte, on ne va pas conserver les données aussi longtemps que si on considère que cette personne est un fraudeur, parce qu'on veut potentiellement conserver plus d'historique pour nos algorithmes. Donc ça, légalement, si on vient nous demander, peut-être qu'il faudra qu'on justifie, et on pourra le faire statistiquement. Mais la boîte noire, en effet, c'est une boîte noire. Donc on n'a pas investi encore. Il y a des manières d'expliquer un peu des décisions qui sont prises par certains types de modèles de machine learning. Pour l'instant, ce n'était pas dans notre matrice de priorité, mais je n'aurai pas le temps de le présenter là, mais en effet, c'est assez important d'être capable d'expliquer ce qui se passe dans une boîte noire. Après, c'est encore plus avancé que déjà de prendre des décisions automatiques. C'est vraiment la vision finale, quoi. Oui. Oui, exactement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que... alors, je vais répéter la question. Si une personne considère que ce n'est pas justifié, est-ce qu'elle a des recours en fait? Et oui, elle a des recours. Elle peut contacter le support Blablacar. Et en fait, nous, on va revoir manuellement son compte et décider est-ce que c'est une personne qui est frauduleuse ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des mails qu'on reçoit, c'est des mails de fraudeurs qui veulent se faire débloquer leur compte. Donc, on en arrive à une situation un peu compliquée. Et donc là, tout le jeu, en fait, c'est de faire très attention à ce qu'on va faire quand on unblock la personne. Parce que si on se trompe, potentiellement, on va lui donner la possibilité d'agir encore un certain temps. Et vu que nous, on considère qu'un signal humain, une validation humaine, elle a plus de valeur qu'un signal qui provient d'un algo de machine learning, on pourrait tenter de dire, cette personne, elle a été débloquée manuellement, du coup, peut-être que je vais la laisser agir tranquillement pendant un mois, même si mon algo de machine learning, il me dit que c'est de la fraude. Puisque si on l'a bloqué, c'est que notre algo de machine learning considère que c'est de la fraude. Et donc là, on arrive dans un jeu de chat et de la souris, c'est qu'en fait, il y a des fraudeurs, ils faisaient exprès de se faire bloquer, contacter le support, se font débloquer, et là, ils sont tranquilles pour un mois. Donc voilà, faut faire gaffe. Sur la partie, du coup, comment est-ce qu'on passe d'un système un peu simpliste avec des règles produits à un système automatisé? Ce que je vous disais, le nerf de la guerre, ce qui est très très important d'un point de vue criticité du métier, c'est la mesure. En fait, quand vous allez voir votre CIRCO, votre comité de direction, ils investissent un budget. Ils vont dire, moi j'alloue 3 ressources. L'objectif, c'est d'atteindre tel niveau de fraude qu'ils arrivent à quantifier en un niveau d'argent. Enfin, ils sont capables de traduire ça. Et le problème, c'est que quand on commence à lutter contre la fraude, on va avoir des problèmes de mesure. En général, on va investir nos ressources à lutter contre la fraude et on va oublier un peu de mesurer le niveau de fraude. Et souvent, on a des situations où, par exemple, on se retrouve à détecter plein de fraudeurs. Et là, on peut être un peu alerté en se disant, mais en fait, on est en train d'augmenter notre
niveaux de fraude. Avant, on ne les voyait pas, ce n'était pas un problème. Mais maintenant, on les voit, et là, on voit la métrique qui commence à monter, monter, monter. Et ça, c'est parce qu'en fait, la mesure dépend de notre capacité à détecter les gens. Et donc, surtout, il faut décorréler les deux. Il faut presque que ce soit deux équipes différentes. Une partie mesure, c'est la métrique qu'on montre tous les mois. Elle doit rester relativement suivant le même protocole. Ça, c'est assez barbant, il faut être assez carré. Et après, la détection, où là, on peut être très inventif et changer un peu comme on veut, quoi. Très important. Les objectifs sont basés sur les résultats de la mesure et on est incentivé sur l'impact sur la mesure. L'outil, vous pouvez le laisser à la discrétion de vos équipes. C'est les personnes qui sont les plus à même de trouver la bonne solution. Vraiment, quand vous voulez mettre des key results et des objectifs, faites-le sur la mesure, pas sur les outils que vous leur demandez de mettre en production. Dans le cas de la fraude, nous, on avait des objectifs sur l'outil de machine learning qui étaient assez particuliers, enfin en tout cas qui sont spécifiques à la fraude. Première chose, c'est qu'on veut un temps de réponse assez rapide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste attendre toute la journée, faire tourner ça pendant la nuit et ensuite bloquer la personne. Parce qu'en fait, une journée, c'est à peu près le temps justement où les fraudeurs sont les plus efficaces. Donc, on avait besoin de vraiment un système où la personne publie un trajet, deux trajets, hop, elle se fait bloquer. Et on ne peut pas attendre le lendemain. Scalabilité, nous, on avait des problèmes de fraude sur certains pays, mais on sait très bien que les fraudeurs, si tu es trop bon sur un pays, hop, ils changent, ils vont sur un autre. Donc, il fallait un système qui, déjà de base, fonctionne avec tous les pays. La particularité, c'est que nos experts et les patterns de fraude ne sont pas du tout les mêmes en France, où on a une monétisation, où ils vont payer des frais, et dans des pays où il n'y a même pas de carte bancaire impliquée. C'est-à-dire c'est juste, comme sur covoiturage.fr avant, une mise en relation, numéro de téléphone, et après ils échangent du cash, quoi. Et donc c'est des choses qui sont assez différentes, et il faut y penser dès le début. Ça, c'est quelque chose qui a été présenté aussi tout à l'heure dans la présentation de IOD. Vous pouvez commencer simple, mais il faut quand même avoir une bonne idée d'où vous voulez arriver pour que les outils que vous mettez en place sur le chemin soient quand même alignés avec l'objectif final, quoi. C'est toujours un compromis entre commencer simple et quand même être toujours aligné dans la direction de la vision finale. Et enfin, l'agilité. On met une nouvelle règle en production, on veut assez rapidement voir son niveau de performance. Nous, on avait un data warehouse qui se rafraîchit tous les jours. Donc, ça veut dire qu'on met une règle le matin, on peut avoir les résultats que, en fait, nous, 2 jours après. Parce que ce qu'on avait, c'était, on met les règles en production, on va labelliser des gens, hop, ça après on l'utilise pour envoyer des gens en revue manuelle, on a la revue manuelle, et après on peut suivre le résultat, la performance de la règle. Et en fait, 2 jours, c'est trop. Pour la fraude, entre le moment où on met la règle et le moment où ils ont arrêté où on n'a plus que des gens légitimes qui se font avoir par cette règle parce que c'était juste ce qui dépasse, il faut à peu près 3-4 jours. Donc en fait, on ne voyait rien, quoi. C'était déjà trop tard. Donc il faut mettre en place des outils qui sont adaptés à votre niveau de fraude. Par exemple, on a un autre outil de machine learning qui détecte si les gens ont des lunettes de soleil et des chapeaux dans leur photo de profil. Pardon. Ça, c'est un truc, c'est stable. Dans 3 mois, l'algo de machine learning, il a à peu près les mêmes performances. On n'a pas besoin d'avoir un truc qui est très agile et qui va nous donner des résultats toutes les heures. Sur ce cas-là, on en a besoin. Du coup, ce n'est pas du tout les mêmes outils, pas du tout les mêmes usages. Même si là c'est de la photo et des données tabulaires, voilà, faut bien prendre ça en compte. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, notre algo de machine learning, il va labelliser des niveaux de risque et l'équipe produit et l'équipe qui est en charge de la relation et de la labellisation des membres, elle va décider en fait un peu de cette zone ici, le curseur qu'on va mettre entre les gens qu'on va bloquer automatiquement et les gens qu'on va envoyer en revue manuelle, sachant qu'évidemment, nous, on va en bloquer quand même pas mal automatiquement pour réduire la charge sur les gens qui font les revues manuelles. Pour ce faire, on utilise un modèle de machine learning, donc là, on va rentrer un peu dans la technique. On utilise un modèle de machine learning qui a ce qu'on appelle des features, donc c'est les signaux qu'il récupère au moment où il fait sa prédiction. On va avoir des choses qui sont très spécifiques, comme je vous disais tout à l'heure, la durée du trajet, son orientation, l'heure de départ. On a des informations sur le compte, par exemple, s'il utilise une adresse mail en mail.ru,
c'est de la fraude. La sign update, son activité, par exemple, c'est des gens, ils mettent leur mot de passe. Après, bizarrement, il y a 3 personnes qui leur mettent une note 5 étoiles. Et puis, un an après, ils publient un trajet. En général, c'est de la fraude. En gros, l'activité, c'est un signal, c'est-à-dire que la personne, elle va interagir avec le produit. Et les fraudeurs, ils ont souvent des scripts qui ont des patterns assez particuliers. Donc, par exemple, ils vont créer un compte, ils vont changer le mot de passe parce qu'en fait, le compte, il a été créé par une personne, ensuite, il a été vendu. Donc, la personne en prend possession, elle change le mot de passe et l'adresse mail. Ensuite, ils ont souvent ils achètent plusieurs comptes. Du coup, ils vont faire des faux trajets, ils vont se noter entre eux. Là, ils passent 5 étoiles. Et ensuite, un an après, parce qu'il faut quand même un peu de temps, ils vont commencer à publier des vrais trajets, enfin des vrais faux trajets, dont l'objectif c'est d'avoir des personnes legit qui répondent, quoi. Et donc ça, c'est des signaux qu'on peut détecter assez facilement à partir du moment où on a conscience que c'est le pattern qu'ils utilisent, enfin le mode opératoire. On a des données plus internes, donc ça c'est vraiment des choses de tracking relativement classiques. On a des données liées à des graphes. Donc nous, on a un graphe d'échange de conversation. On a un graphe de réservation, puisque les gens se réservent entre eux. Et on a un graphe de notes. Les gens se mettent des notes. Et du coup, par exemple, s'il y a une personne qu'on a bloquée pour fraude, qui a noté 3 autres personnes, il est probable que ces 3 autres personnes soient aussi des fraudeurs. Donc ça, c'est un signal très fort qu'on veut utiliser. Voilà, on s'arrête là à niveau 1. Ça ne sert à rien d'aller trop compliqué. Voilà. Et après, on a des providers externes. Donc ça, c'est des gens dont c'est le métier de récupérer des signaux, par exemple, sur les téléphones portables, qui peuvent être utilisés dans des fermes de téléphones portables ou ce genre de choses. Voilà. Et donc tout à l'heure, on parlait de comment est-ce qu'on génère... Oui. Voilà, c'est ça. Ou d'adresse IP qui peut être des points de sortie des Tor ou des proxys ou ce genre de choses. Oui. Alors, on va juste en fait propager les labels qu'on a récupérés. Donc là, donc, je vais répondre à la question. La question, c'était comment est-ce qu'on génère un graphe et comment est-ce qu'on utilise ces signaux-là. Nous, en fait, on a donc ce que je vous disais tout à l'heure, on labellise les gens manuellement. Donc ça, c'est vraiment la partie high risk. C'est à la frontière, notre modèle, il est à la frontière entre les gens qu'on considère comme frauduleux et les gens qu'on considère comme legit. Et donc, le but, c'est d'avoir à peu près 50-50. C'est-à-dire que c'est des profils sur lesquels on n'est pas très sûr. Et donc, on veut une intervention humaine pour nous aider, en fait, et savoir si c'est de la fraude. Là, on a les fraudeurs qui se plaignent. Donc ça, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est des gens en fait, qui disent « je me suis fait avoir ma carte bleue, est-ce que vous pouvez me rembourser ?» En général, c'est compliqué. Mais par contre, du coup, on est capable de labelliser la personne qui a l'auteur de la fraude. On a le fameux random sampling. Donc le random sampling, c'est des gens qu'on va considérer comme qu'on va tirer aléatoire dans la population, aléatoirement. Et donc, heureusement, dans la population des utilisateurs, il y a quand même plus de legit que de frauduleux. Et après, on a un dernier truc qu'on a mis pour augmenter le niveau de confiance qu'avaient nos décideurs. En gros, c'est on va tirer aléatoirement dans les gens qu'on a bloqués automatiquement. On va les tirer aléatoirement et on va les labelliser à la main. Donc ils sont déjà bloqués, ces gens-là. Et le but, c'est de s'assurer qu'on continue à bloquer des gens qui sont des fraudeurs. Et ça nous donne des labels de fraude, des labels de legit, et a priori, plus de fraudeurs que de legit. Et donc, on utilise une partie de ces labels-là pour propager les labels dans un graphe et être capable de dire cette personne, elle est en relation avec des gens qui sont a priori des fraudeurs. C'est comme ça qu'on fait. Là, notre jeu de données, il est totalement biaisé. Donc notre algo, il va avoir tendance, par exemple, si on lui demande juste bêtement cette personne c'est de la fraude ou pas, bah, s'il répond c'est de la fraude, il aura des meilleures performances. Donc évidemment, il faut rééquilibrer un peu tout ça. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on tire aléatoirement dans la population des profils et on considère qu'ils sont legit. Le principe du machine learning, c'est de découvrir des signaux dans des populations
Et donc, le fait d'avoir quelques gens frauduleux ici, ça ne va pas poser tant que ça de problème. C'est juste qu'on aura une performance qui est pas exactement ce qui sera en production, mais c'est quand même beaucoup mieux que le cas précédent. Voilà. Et donc, on se retrouve avec d'un côté une table de labels. Ce membre, il est frauduleux à telle date. Ce membre, il est legit à telle date. Et de l'autre côté, on a les événements. Donc nous, les événements en particulier, c'est la publication des trajets. Donc on a membre A, il publie tel trajet à telle date. Et ça, on les récupère, et là c'est assez intéressant, et je vous conseille de faire ça si vous mettez des modèles de machine learning en production. Ces événements et les prédictions qu'on fait en production, on les conserve, et c'est notre jeu de données d'entraînement. C'est-à-dire qu'on n'investit pas dans le fait de construire un jeu de données d'entraînement sur notre data warehouse. On ne fait pas ça. On récupère exactement les prédictions qu'on fait en production, on les stocke, et on n'y touche plus. Et c'est ça qu'on utilise pour notre algo de machine learning et pour l'entraînement. C'est-à-dire qu'on utilise exactement les mêmes données, les mêmes fonctions, le même code pour créer les features au moment de l'inférence en production et pour les features lors de l'entraînement. Comme ça, il n'y a aucune différence et il n'y a pas de bug. Parce que le classique, c'est j'ai un bout de code en production qui est en Java. Par exemple, les dates, on va avoir le day of week en Java, ça va être de 0 à 6. Et en Python, ça va être de 1 à 7. Et vous faites un modèle de machine learning qui essaye de montrer que les trajets publiés le dimanche, ils sont plus frauduleux que les autres. C'est garanti, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'éviter au maximum l'écart entre les données, l'entraînement et la production. Et pour ça, nous, on n'utilise que les données de production. Voilà, au moins c'est réglé, il n'y a plus d'écart. À la fin, ça nous donne un jeu de données où on va avoir tel événement, je sais que c'est de la fraude, tel événement, je ne sais pas, tel événement, je sais que c'est de la fraude. Et c'est ça qu'on utilise pour notre entraînement. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que c'est la vision au niveau de l'utilisateur qui permet de faire que c'est un fraudeur, mais pourtant vous faites la prédiction en termes d'événements. Alors, la question c'est, on réfléchit plutôt en termes de fraude de l'utilisateur et pourtant on réagit à des événements, la publication. En effet, on réagit à la publication, mais ça, à ce moment-là, on va récupérer de notre base de données les informations qu'on a sur l'utilisateur. Donc c'est un mix entre le trajet qu'il est en train de publier, ça c'est une partie des features, et le reste c'est les trajets, enfin les informations qu'on a calculées par exemple de manière régulière. Il y a vraiment les deux. Faites pas compliqué, XGBoost ça marche très bien. Sur les données tabulaires, il n'y a même pas à réfléchir. Hein. Vous prenez du XGBoost, ça marche très très bien. On peut avoir des meilleures performances avec des choses un peu plus spécifiques. Ça vaut pas la peine. La complexité que ça va introduire, elle est largement plus problématique que juste utiliser quelque chose qui est supporté par tout le monde, partout, ça marche très bien. Pas de problème. Et du coup, en termes de performance, comme je vous le montrais tout à l'heure, on a obtenu en fait quelque chose qui répond à nos attentes. On n'essaye pas d'aller plus loin, parce qu'en fait, aller plus loin que ces performances-là, c'est introduire plus de complexité. Et on veut encore être là en 2030, donc la complexité, c'est de la dette technique. Faut réduire au maximum la complexité. Et c'est pour ça, dans cette réflexion de la complexité, on arrive à justifier le fait de se dire on passe de 120 règles business à 6 modèles de machine learning. Et on garde toujours la possibilité de réintroduire des règles métiers. C'est-à-dire que notre système, il utilise le signal du modèle de machine learning comme une règle métier. C'est une règle. Et après, on peut très bien avoir des règles supplémentaires qui viennent dire, en fait, ces gens-là, je veux les protéger de mon modèle de machine learning. Typiquement, ceux qui ont été revus manuellement hier. J'ai peut-être envie de les protéger pour éviter qu'ils se refassent bloquer, sachant qu'on sait a priori que c'était une erreur. Ou pas. Voilà. Il y avait pas mal de data scientists dans la salle. Du coup, voilà un peu les retours qu'on a pu avoir des gens qui faisaient partie de la guilde du chapter Data Science au sein de nos équipes. La première chose, c'est vraiment démarrer simple. Et le plus important, c'est la confiance. Il faut que quand vous déployez une règle en production ou un modèle en production, vous soyez capable d'évaluer l'impact que ça a sur la prod avant que ça arrive, et ensuite d'être capable de montrer que c'est bien ce qui arrive. Et si ce n'est pas le cas,
on ne vous fera pas confiance. Et la boîte noire, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez le mettre une fois en production, et après, plus personne ne vous croira pour un réentraînement. Et ce qui se passe en général, c'est que du coup, prochain réentraînement, ça passe. Le suivant, on décide d'arrêter d'utiliser le modèle parce que plus personne n'a confiance et on ne veut pas bloquer des utilisateurs avec une boîte noire où on ne comprend pas vraiment ce que ça fait, quoi. Le deuxième aspect, c'est que dans le cas de la fraude, il faut réfléchir à entraînement fréquent. Donc un système qui doit prendre moins d'une semaine à être réentraîné puisque on réentraîne toutes les semaines. Ensuite, très important d'avoir le retour des personnes qui sont vraiment au contact de la fraude, les experts sur le terrain. C'est des gens, en fait, nous, nos data scientists, ils n'ont pas eu besoin d'aller gratter pour trouver des patterns. On fait juste une ou deux interviews avec des gens qui bloquent manuellement. Ils nous disent, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. On met les nouvelles règles en production. 3 jours après, on va les voir. Ils font, ouais, ils ont changé leur comportement. Maintenant, ils font ça, ça, ça. Et nous, après, on traduit ces comportements en fonctionnalités techniques. Mais en fait, on n'a même pas besoin d'explorer. On va juste directement les mettre en production parce qu'on sait que ça apporte du signal qui va ensuite être capté par notre modèle. Il n'y a même pas cette partie data exploration. Nous, on se base uniquement sur les experts. Ensuite, et ça, c'était aussi dans la première présentation, pardon. Un modèle de machine learning, ça vous donne un score, a priori, enfin certains modèles. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce score? En fait, il y a plein de choses qu'on peut en faire. Nous, par exemple, on considérait potentiellement autoriser la publication, mais ne pas l'afficher dans le moteur de recherche tant que le niveau était trop élevé, le niveau de fraude, de risque. Ou alors peut-être l'exposer qu'à un sous-ensemble de nos utilisateurs, ou peut-être demander à la personne de ressaisir un mot de passe, ou ce genre de choses. Donc on peut réfléchir à plein de choses, plein de fonctionnalités qui se basent sur ce score. Et c'est vachement important d'avoir ça en tête dans la vision long terme. C'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Et pour chacune des actions, à quel point c'est critique d'avoir quelque chose qui est précis et à quel point c'est critique d'avoir quelque chose qui est couvrant. C'est-à-dire vous pouvez avoir un modèle qui n'est pas très précis, mais si son impact finalement c'est juste réinitialiser les mots de passe des gens, ça peut valoir le coup en fait. Et en fonction du niveau de précision et du niveau de couverture, vous pouvez vous permettre d'avoir des actions différentes, voire deux modèles totalement différents qui auront des scores plus ou moins couvrants ou plus ou moins précis. Donc vraiment, il faut bien comprendre ces particularités et ce que vous voulez en faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, XGBoost, les features, on les détermine même pas. Les features viennent de la production. En gros, le data scientist, il s'est relativement ennuyé pendant le projet. C'était principalement software engineering, dashboarding et construire de la confiance. Et donc le but, c'est d'aller dire oui, on est là, regardez, on a réussi à faire ça cette semaine, la semaine prochaine on va faire ça, dans un mois on fera ça, vous inquiétez pas, c'est géré. Oui. Oui, j'aimerais savoir si ces performances ont un impact sur l'évolution du produit, que ce soit X ou Y, ou dans les questions d'un point de vue relation. Alors déjà, il y a un impact direct sur notre staffing, c'est-à-dire que la CRT, donc les gens qui répondent aux cas de fraude, on peut imaginer que ça coûte, je sais pas, 200 000 € par an. Donc en fait, le fait de lutter contre la fraude, ça permet de réallouer ce temps-là à faire autre chose. Donc par exemple, nous, on a pris ce temps pour appeler tous les nouveaux conducteurs et les aider à configurer bien leur profil. Et on voit que ça améliore le taux de conversion. Donc en fait, on a pris des ressources qu'on avait budgétisées, on a réussi à régler le problème avant la fin du budget, et on a repris les ressources, on les a allouées à faire autre chose. Donc là, clairement, on a amélioré à la fois le niveau de confiance sur la plateforme, et en plus le niveau de conversion de nos utilisateurs les plus importants. Donc après, faut être assez flexible en termes de lignes budgétaires, mais ça peut être intéressant. Après, au niveau produit, le machine learning, il est assez transparent, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous conseille aussi. Faites en sorte que le machine learning ne soit pas sur le chemin critique de votre application. Nous, si notre système de détection de fraude tombe, Blablacar, ça continue à fonctionner. Et c'est important de se dire qu'on n'est pas sur la même pression, sur la même complexité que juste une petite fonctionnalité en Java. Donc essayez d'avoir des systèmes, nous c'est du pseudo real-time, c'est la dernière ligne d'ailleurs, c'est du pseudo real-time, c'est-à-dire que l'utilisateur publie son trajet, tout se passe comme si ça avait fonctionné, et quelques secondes après, paf, on shut down son compte si jamais c'est de la fraude.
On n'est pas, au moment de la publication, on autorise la publication que si on considère que ce n'est pas de la fraude. Et rien que ce petit changement, ça nous empêche, enfin ça nous permet d'avoir personne, par exemple, en astreinte, ou d'avoir aucune contrainte de temps de réponse, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà. Pour revenir, donc ça c'était une application d'une stratégie qu'on est en train de mettre en place chez Blablacar, qu'on appelle le MLOps. Donc le MLOps, le principe, c'est vraiment de rendre opérationnel pour des équipes au niveau de l'infrastructure, de rendre ça aussi simple que du software classique. Et pour ça, on a essayé de définir plusieurs principes. Le premier principe, c'est ce que je vous disais, et franchement, s'il y a quelque chose à retenir, faites ça. Entraînez vos modèles sur les données de production. Vous embêtez pas à essayer de régénérer ce qui se passe en production a posteriori. Par exemple, je parlais avec des équipes chez Dailymotion là, il y a quelques jours. Eux, ils veulent prédire quelle est la vidéo qui va être vue par la personne après cette vidéo. Et donc, en fait, en production, ils ont le flux de toutes les vidéos qui ont été vues par la personne, et puis ils essayent de faire la prédiction. Très simple. Et la plus grosse complexité dans leur modèle de machine learning, c'est régénérer cette session utilisateur et leur jeu de données d'entraînement. Et en plus, ils sont sûrs que c'est buggé. Et en fait, ça n'a aucun intérêt quand on peut juste récupérer ce qui se passe en production et le stocker pour générer notre jeu de données. Par contre, ça nécessite un alignement des objectifs entre l'équipe qui gère le software, l'équipe data, l'équipe produit, etc. Et donc on revient un peu à la première slide qui est si vous avez personne qui investit énormément d'argent sur le truc que vous essayez d'améliorer, ça ne vaut pas la peine de faire du ML en fait. Vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas les ressources, et même si vous arrivez à livrer un modèle, ça ne tiendra pas dans la durée. Wow. Deuxième aspect, MLOps, les Jupyter Notebook c'est sympa, mais franchement, ça ne marche pas très bien. Restez plutôt sur du Git, des scripts en Python, c'est à peu près... et à la limite, vous pouvez utiliser votre notebook pour exécuter les scripts en Python. Mais le code métier, essayez de le versionner et de le mettre dans GitHub, si vous pouvez. Bon, ça c'est du classique, mais c'est ce qu'on voit sur les applications, sur la logique plutôt software, c'est on ne va pas déployer en production du code qu'on a compilé ou qu'on a entraîné sur notre machine. Par exemple, il y a tout le monde qui est passé sur les MacBook M2. En fait, ce n'est pas les mêmes systèmes d'instruction au niveau du processeur. Le Python, si vous mettez ça en production sur des machines Docker, sur du Linux, ça ne marchera pas. Donc, il faut un système en fait, qui va venir entraîner votre modèle. Nous, on utilise Jenkins. C'est exactement le même système que ce qui est fait pour notre software classique. Évitez d'envoyer les modèles entraînés par mail. Vous pouvez plutôt le faire avec des outils comme MLflow ou le stocker même dans GitHub. Ça marche très bien. Quatrième aspect, encore une fois, c'est qu'il faut rendre le truc vraiment chiant pour les data scientists. Donc, pas de pré-processing, très très peu. Si vous voulez des nouvelles features, demandez plutôt à le faire directement dans le code de production. Ça, c'est là, c'est prêt. Un mois après, vous avez suffisamment d'historique pour réentraîner votre modèle. C'est pas grave, ça prend un mois, c'est pas grave, vous êtes là pour plusieurs années. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Assurez-vous que le code de production, c'est le même code que le code qui est utilisé pour générer les features lors de l'entraînement. Et le dernier principe très important, bon déjà je prends un data scientist, je jette son MacBook par la fenêtre, il en récupère un, il doit être capable de réentraîner un modèle dans la journée. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un quitte l'équipe, on veut réintroduire un data scientist sur le projet, il faut une semaine maximum pour qu'il puisse se faire un changement significatif ou réentraîner un modèle. Donc ça doit être simple et ça doit être assez prédictible, c'est-à-dire que tous les modèles de machine learning, ils suivent à peu près le même pattern. Et en fait, c'est les 4 patterns que je vous ai montrés au-dessus. Et voilà, donc c'était exactement... Ah oui, après, il y a le niveau du dessus encore. Donc là, je parlais de data scientist. Le niveau du dessus, c'est vraiment le clic-bouton. C'est, par exemple, on voit que le niveau de fraude en Ukraine, il est très élevé. Je veux refaire un réentraînement. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on va dans Jenkins, on appuie sur un bouton, ça génère un nouveau jeu de données d'entraînement. Ça fait un entraînement, ça récupère le modèle qui est actuellement en production et ça compare les performances entre le modèle de production et le modèle qui vient d'être fraîchement entraîné.
Et ça, c'est vraiment, on est au summum de l'automatisation, qui pour autant nécessite l'intervention d'une personne. Nous, on fait ça à peu près toutes les semaines. Et en fait, ça va rester. C'est-à-dire que sur la fraude, c'est quelque chose qui change tout le temps. C'est un investissement sur la durée. Vous pouvez pas y couper. C'est pas une baguette magique. Voilà. Et normalement, c'est les questions. Oui. Vous parliez de relancer une nouvelle toutes les semaines. Est-ce que vous aviez défini un seuil en dessous duquel, si la performance descend, on va entraîner, ou est-ce que c'est de toute façon toutes les semaines? Alors la question, c'est de savoir si on définit un seuil pour savoir si on veut réentraîner. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on clique sur un bouton pour avoir les performances du nouveau modèle. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est, en gros, on a 1 heure pour faire la revue de ce qui se passe. On a 6 modèles, on clique sur 6 boutons, on a le nouveau modèle, et on sait si le nouveau est plus performant que l'ancien. Donc ça, déjà, on le fait déjà de base. Et après, donc ça, c'est pour la détection. Ça ne nous informe pas sur la mesure. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes incentivé, vos objectifs normalement d'équipe, ça doit être sur les mesures qui n'ont rien à voir avec le machine learning. Et en fait, nous, on a ce qu'on appelle chez Blablacar des red plans et des ops plans. Donc red plan, c'est si ça descend en dessous, là c'est branle-bas de combat. Ops plan, c'est le rythme de croisière. Et donc si on est entre les deux, en général, on ne réentraîne pas. En général, on annule la réunion. Mais il faut être entre ops plan pour les 6 modèles du coup. Mais c'est comme ça qu'on drive le... En gros, les alertes, elles sont sur les métriques et la mesure du niveau de fraude sur la plateforme. Elles ne sont pas sur le niveau de performance du modèle de machine learning. C'est 2 choses totalement différentes. Oui. Alors, la question, c'est combien de temps il faut pour mettre en place ce type de projet. Nous, ça nous a pris 1 année. Mais alors, on a des fondations assez fortes en termes de data warehouse déjà, donc on avait accès à pas mal de données. Après, comme je vous le disais, les données, finalement, on ne les utilise pas puisqu'on n'utilise que les données de production. Mais en gros, si vous avez une personne qui a déjà fait ça et qu'il y a un alignement parfait entre software, data, produit, en 1 an à peu près, ça peut être réglé. Après, nous, on a eu un impact dès les premières semaines parce qu'en fait, on a commencé par juste mettre des règles produits. Donc en fait, c'est juste, on crée un ticket dans Jira. Les trajets de plus de 1500 km en France, c'est no-go maintenant, donc on les désactive. Et après, la question, c'était est-ce qu'on est capable de voir l'impact de cette décision sur le niveau de fraude sur la plateforme? Et donc ça nécessite de mettre en place de l'outillage pour faire de la revue de compte. Ça, c'est un autre outil qui est fait par une autre équipe. Et donc voilà, il faut aligner tout le monde. Et ce qui était vraiment génial sur ce projet, c'est qu'on crée un ticket dans une équipe, on va aller voir, on fait, vous avez vu, il y a un petit label fraude là, et normalement, votre manager, il vous a dit, c'est prio. donc ça, c'était facile. Mais là, maintenant, on n'est plus trop dans ce cas-là, donc on doit plus arbitrer avec les roadmaps des autres équipes et les objectifs, évidemment. Mais on est en train de refaire à peu près le même projet sur la courte distance. Du coup, le fait d'avoir déjà la méthodologie, ça nous aide beaucoup. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, et ce qui était aussi dit à la conférence précédente, c'est la technique, c'est une partie. C'est important d'avoir des gens qui ont des compétences techniques en interne, mais le plus important, c'est l'alignement de toutes les équipes. Et surtout, il faut avoir le veto des experts, c'est-à-dire que les experts qui revoient les comptes. Et ce que je disais un peu, l'expression quand on est arrivé sur le projet, c'était on essaye d'éteindre l'incendie et en même temps on construit le camion de pompiers. Donc il faut toujours arbitrer au début, est-ce qu'on veut vraiment un gros camion de pompiers avec toutes les fonctionnalités ou est-ce qu'on veut juste un petit scaphandre? Et donc il faut vraiment réfléchir à la vision et comment on fait pour faire des petits livrables qui vont faire en sorte de monter le niveau de confiance au fur et à mesure. Oui. Comment vous avez, vous disiez tout à l'heure, chaque pays a ses habitudes de fraude, ses comportements divers. Vous avez cherché à spécialiser les modèles en conséquence. Comment vous avez géré ça? Oui, la question c'est de savoir, donc on a 6 modèles, est-ce qu'on a de la spécialisation au niveau des modèles? Non, en fait, nous ce qu'on fait, c'est que si on identifie qu'il y a un pattern dans un des pays, on va rajouter ce signal qui permet de lutter contre ce comportement, on va le rajouter sur tous les pays, parce qu'on fait le principe que si c'est arrivé quelque part, a priori ça peut arriver ailleurs. Et ensuite, c'est le modèle de machine learning, c'est là où c'est intéressant, c'est lui qui va vraiment saisir les signaux en fonction du jeu de données qu'on lui fournit. Et donc, clairement, nos modèles ne sont pas du tout les mêmes en fonction des types de
surtout de business model qu'on a sur chaque pays. Il y en a, c'est des systèmes d'abonnement, d'autres c'est gratuit, d'autres c'est payant comme en France à chaque trajet. Donc ça nécessite des changements, c'est le modèle qui capte ça. En fait. Alors, ouais, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on orchestre en fait les 6 modèles. Nous, tout est basé sur le pays de publication du trajet. Et en général, on utilise l'origine du trajet. Parce qu'après, il y a des trajets cross-border, donc il peut y en avoir qui font plusieurs pays. Donc ça, typiquement, on sait que c'est un cas où ils peuvent nous attaquer là-dessus. C'est-à-dire que s'ils commencent à publier un trajet en Ukraine et qu'ils finissent en France, en fait, ils peuvent réussir à contourner certains modèles. J'espère que personne ne nous écoute. Mais bon, on monitore ça pour être sûr. Là, pour l'instant, ça n'arrive pas. Mais clairement, on sait qu'il y a des patterns contre lesquels on n'est pas protégé actuellement. C'est pour ça qu'on fait de la mesure au jour le jour pour être sûr que ça n'apparaît pas au bout d'un moment. Et typiquement, il y a quelques semaines, on a eu un énorme pic de fraude. Ils ont trouvé quelque chose qu'on ne faisait pas. Et puis voilà, faut être prêt. C'est ça. Un trajet est scoré par un seul modèle, pour l'instant. Est-ce que le scoring du profil est public? Est-ce que l'utilisateur voit son niveau de confiance? La question c'est, est-ce que le scoring est public? La réponse est non. Non. On a des niveaux de confiance qu'on publie qui vont être basés sur les notes et sur le taux d'annulation. Et il s'avère que les gens qui font de la fraude annulent énormément leur trajet puisque c'est leur pattern. Mais c'est un cas, c'est un edge case quoi. Comment on se débrouille avec les règles RGPD? C'est-à-dire qu'un utilisateur pourrait vous demander quels sont vos scores sur l'objet des données? Oui, je pense. Alors la question c'est est-ce qu'un utilisateur pourrait nous demander son score? Oui, je pense qu'on pourrait lui fournir son score. Après, en fait, on score chacune de ses actions. Donc en fait, il faut qu'on lui fournisse toutes les actions qu'il fait sur la plateforme. Mais typiquement, ça c'est quelque chose qu'on peut faire puisqu'en fait, c'est les données de production, on les a. Donc on pourrait lui envoyer un énorme CSV imbitable avec des 0, des 1. Et à la fin, 3 niveaux. On pourrait faire ça. Oui. Est-ce qu'il y a une action quand on a détecté des fraudeurs, éventuellement après le check-in, d'aller annuler toutes les notes qu'il avait pu donner à d'autres users? Alors la question c'était qu'est-ce qu'on fait quand on bloque une personne? En fait, nous on va donc supprimer son compte, on va dire, ou le désactiver. Et donc ça, évidemment, ça désactive ses commentaires, ses notes, etc. Je crois que c'est. Oui, il y a quelqu'un d'autre après, je pense. On va s'arrêter là, je pense. Si vous voulez, vous pouvez venir en discuter avec moi juste à l'extérieur. Merci.